Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Ce soir, on a la chance d'accueillir Madame Caroline Brunet, qui est archiviste en chef des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée de la province de Notre-Dame-du-Cap et qui est également présidente du regroupement des archivistes religieux. Donc, sans plus attendre, je vais lui passer la parole. Donc, merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran pour... Est-ce que j'ai les autorisations? Parce que j'ai pas la possibilité de... À côté du bouton micro, vous n'avez pas Ben, le oui, je pèse, mais... OK. Ah, OK, là, ça marche. Parfait. Parce que sinon, l'autre solution, ça aurait été peut-être de juste faire parvenir la présentation à Hugo. Mais là, je pense que oui, ça a marché. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pour l'instant, on a votre écran, mais on n'a pas la présentation. Ah, OK, attendez, j'ai peut-être... Je n'ai pas l'habitude de partager des écrans. On va y aller comme ça. Là, est-ce que ça fonctionne? OK, là, ça fonctionne, oui. Oui, OK. Je vais aller comme ça va être plus joli. C'est parfait. Là, moi, je ne vois pas personne, par exemple. C'est un petit peu étrange. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions dans le chat ou il y a un problème ou vous ne m'entendez pas du tout. Là, juste me le dire, puis je vais arrêter. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir. Merci aussi pour l'invitation pour faire cette conférence. Donc, le plan de présentation aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de mon parcours, mes études et mes expériences d'emploi antérieures. Par la suite, je vais vous parler des archives des Châtelaines NDC, qui sont les archives où je travaille présentement. Et je vais également vous parler un petit peu de la Fondation Archives et Patrimoine religieux du Grand Montréal, qui est un regroupement de plusieurs communautés et où les archives où je travaille vont déménager prochainement. Je vais vous donner plus de détails plus loin dans ma présentation et je vais également vous parler du regroupement des archivistes religieux, le RAR. Comme m'a enseigné M. Saint-Pierre, je suis la présidente du regroupement. Mon parcours académique, donc comme beaucoup d'archivistes, j'ai un bac en histoire de l'Université de Sherbrooke que j'ai complété en 2012. Par la suite, je me cherchais un peu, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai étudié, j'ai fait un diplôme de deuxième cycle en édition que j'ai complété en 2013. Mais après avoir fait ces études-là, bien que le programme était intéressant, ce n'était pas ce que je voulais faire dans ma vie. Puis, j'avais déjà entendu parler de l'archivistique. C'est quelque chose qui m'était resté un peu comme en arrière de la tête, je ne sais pas certaine. Puis, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu que le CERSCA se donnait à distance à l'Université Laval. Ce qui était très intéressant pour moi parce qu'à l'époque, j'habitais à Grimby, donc ça m'évitait de devoir déménager à Québec ou à Montréal. Donc, j'ai fait mon certificat en archivistique à distance et que j'ai complété en 2015. Je dis souvent en joke, j'ai fait mon certificat dans le sous-sol chez mes parents, ce qui est totalement vrai à l'époque. Donc, ça a été mes formations. Mes premiers contacts avec l'archivistique, par contre, c'était avant mon certificat. J'ai eu la chance, pendant mon parcours au bac en histoire, de faire un micro-stage à l'Université de Sherbrooke au service des archives, où j'ai fait un projet de cotation et description de photos de l'université. Par la suite, ça m'a donné un contrat à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, pour également décrire des photos. Le photographe, à l'époque, prenait sa retraite prochainement. Donc, avant sa retraite, il voulait qu'il y ait un tri et une description qui soit faite de ces photos. J'ai trié et décrit les photos qu'on a mis dans le logiciel de gestion documentaire qui était utilisé à l'époque. Là, je ne me rappelle plus lequel. Donc, puis quand j'ai terminé mon certificat en archivistique, j'ai fait un stage à la commission scolaire Val-des-Serres en 2015. La commission scolaire Val-des-Serres, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la commission scolaire qui couvre le territoire de Granby et quelques villes aux alentours. Et par la suite, ça m'a permis d'avoir un petit contrat à la commission scolaire Eastman Township.
La commission scolaire Easton Township, c'est une commission scolaire anglophone qui couvre le territoire de Granby, Magog, Sherbrooke, en grande majorité, mais côté anglophone. Donc, c'est un petit contrat pour faire des lagages de dossiers scolaires. En fait, dans les commissions scolaires, les dossiers scolaires des étudiants sont conservés jusqu'à ce que ceux-ci aient 75 ans et par la suite, ils sont détruits. Donc, il y avait comme une accumulation de dossiers scolaires. J'avais des dossiers là, qui remontaient aux années 40-50 environ. Là. Donc, la technicienne en documentation de la commission scolaire avait eu une subvention pour engager quelqu'un. Donc, j'ai fait ça à temps partiel là, pendant quelques semaines pour l'aider. Et par la suite, j'ai travaillé à la commission scolaire Marie-Victorin de 2015 à 2016 en remplacement d'un congé de maternité. Ça a été juste seulement 1 an, c'était un poste aux archives de la commission scolaire, mais ça m'a permis de toucher à différents trucs, c'était très intéressant. Et là, comme la personne qui est en congé de maternité revenait, donc je me trouve un autre emploi, et j'ai vu une offre d'emploi pour les archives des Châtels, des missionnaires Oblat. Donc, j'ai commencé en 2016 là-bas. C'était un poste de technicienne en archivistique. J'ai eu ce poste-là jusqu'en 2019, où là, on m'a promu archiviste. Et par la suite, en 2022, je suis devenue l'archiviste en chef parce que l'archiviste en chef avait quitté fin 2021 pour se consacrer à d'autres projets. Donc, c'est moi qui ai pris sa place. Et c'est parfait pour moi parce que les archives des Châtels sont situés à Richelieu, sur la rive sud de Montréal. Et moi, j'habitais tout près à l'époque, donc c'était comme trouver un job qui n'est pas à Montréal. C'est très rare en archivistique. La majorité des jobs, c'est Québec-Montréal. En région, il y en a, mais c'est un petit peu plus rare. Donc, je voulais d'abord vous expliquer un peu qui étaient les missionnaires Oblat de Marie-Immaculée, c'est quoi comme communauté religieuse, c'est quoi un peu leur histoire. Donc, c'est une congrégation qui a été fondée par Monseigneur Eugène de Mazenod en 1816 en France. Lui, c'était vraiment d'aller vers les gens dans les campagnes, les coins plus reculés de la France et leur parler en langue vernaculaire, donc pas la langue, dans le fond, la langue vraiment des gens du peuple pour se faire comprendre des langues plus huppées peut-être de l'époque. Par la suite, en 1841, les Oblats sont arrivés au Canada. C'était à la demande de Monseigneur Bourgette, qui était alors l'évêque de Montréal. Donc, il y a 6 Oblats qui sont arrivés. Ils se sont installés tout d'abord à Mont-Saint-Hilaire. Ils ne sont vraiment pas restés longtemps là. Ils voulaient se rapprocher des grands centres. Donc, ils se sont installés à Longueuil pour quelques temps. Pas très longtemps non plus. Ils sont déménagés à Montréal où ils ont pris en charge la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. Pour vous donner une idée, ceux qui connaissent un peu Montréal, la paroisse Saint-Pierre-Apôtre est située près du quartier gay et des tours de Radio-Canada. Donc, c'est un peu c'est très proche du pont Jacques-Cartier. C'est une paroisse qui n'était pas très riche parce que vraiment, les Oblats de Marie-Immaculée, ils veulent travailler avec les pauvres, les plus démunis, les plus délaissés. Donc, ils ont pris cette paroisse-là. Et par la suite, là, ils se sont étendus, se sont installés aussi à Ottawa. Et ensuite, ils ont essaimé un peu partout à travers le Canada, jusque dans l'ouest, jusque dans le nord, vraiment à travers tout le pays. La seule place où ils n'ont pas été très présents, c'est plus dans les provinces maritimes, mais dans l'ouest, ils ont vraiment eu une très, très grande présence. Donc, comme j'ai dit, les missionnaires Oblats travaillent dans les paroisses pauvres, les plus démunis. Ils ont aussi fait beaucoup de travail auprès des Autochtones. Malheureusement, ils ont été impliqués dans les pensionnats autochtones, donc c'est pas très réjouissant. Mais ils ont aussi fondé beaucoup de communautés parce qu'ils s'établissaient où les Autochtones étaient plus présents. Donc, ils ont carrément contribué à la naissance de certaines villes, de certains villages dans les coins plus éloignés du pays, si on veut. Mais ce n'était pas seulement ça leur mission. Ils ont également fondé l'Université d'Ottawa et d'autres institutions d'enseignement. On pense entre autres au Collège de Rouen, qui est devenu le Cégep de Rouen, le Collège de Jonquière, je crois aujourd'hui le Cégep de Jonquière, si je ne me trompe pas. Il y avait également des juniorats qui étaient un peu l'équivalent des écoles secondaires. C'est pour donner des cours classiques, donc il y avait ça aussi qui ont fondé. Maintenant, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par les écoles secondaires qu'on connaît. Aujourd'hui, au Canada, il y a 3 provinces oblates. Dans le fond, les provinces oblates, ce n'est pas les mêmes délimitations physiques que les provinces civiles.
mais ils appellent ça des provinces tout de même. Donc, la province Notre-Dame-du-Cap, qui est la province pour laquelle moi je travaille, ça couvre le Québec, une petite partie de l'Ontario, entre autres Ottawa, mais côté francophone. Et également, à un moment donné, ils allaient jusqu'au Nouveau-Brunswick aussi. Et ça a été aussi un petit peu le Labrador, mais beaucoup moins. Il y a la province Lacombe, qui est la province anglophone, elle couvre tout le Canada anglophone, et la province Assumption, qui est une petite province de Polonais, dans le fond, pour la communauté polonaise qui est au Canada. Je ne sais pas exactement leur champ, où ils sont situés. Je sais que la maison mère, la maison provinciale d'Assumption est à Toronto, mais je ne pourrais pas vous dire dans quelle région du pays ils œuvrent. C'est pas une province qu'on a beaucoup de liens avec. Lacombe, on a beaucoup plus de liens avec eux, donc je la connais beaucoup plus. Je vais vous épargner le cours d'histoire au blattes des provinces parce que c'est vraiment très complexe, très long, puis peut-être pas très intéressant. Au début, quand ils sont arrivés, il y avait une seule province qui s'appelait la province Canada-Est. Par la suite, il y a eu plein de séparations et ensuite, il y a eu avec la baisse de la pratique religieuse et la diminution du nombre de membres, il y a eu des regroupements. Donc, pour arriver aujourd'hui à ces trois provinces-là, Notre-Dame-du-Cap, Lacombe et Assumption. Puis, il faut comprendre aussi que pour ce qui est des archives, moi où je travaille, c'est les archives de la province de Notre-Dame-du-Cap. On a aussi un peu d'archives de la province de Lacombe. Dans le fond, il y avait une province autrefois qui s'appelait St. Peter's, qui couvrait l'Ontario et pendant un certain temps aussi la Colombie-Britannique. Donc, on a les archives de cette province-là. Les archives du reste du Canada sont situées dans 3 autres centres. Il y a des archives au Royal BC Museum en Colombie-Britannique. Dans le fond, tout ce qui concerne la Colombie-Britannique, le Yukon, c'est à cet endroit-là. Aux archives provinciales de l'Alberta, les PEA, donc ça concerne Alberta, Saskatchewan. Les archives sont là. Et finalement, au Centre du patrimoine de Saint-Boniface, au Manitoba. Donc, tout ce qui concerne le Manitoba, les archives se retrouvent là. Puis, comme je vous expliquais, il y avait une seule province au blattes au départ. Donc, même nous, dans les archives, on va avoir quelques documents sur l'Ouest dans les premières années parce que c'était une seule province qui était la province Canada-Est. Puis ensuite, il y a d'autres petites provinces qui se sont créées. Et fait que là, on n'a plus les documents pour les années subséquentes. Donc, les archives des Châtelets NDC. Dans le fond, les archives, c'est la fusion de 2 principaux fonds d'archives. Maintenant, on a plus que 2 fonds, mais à la base, c'était 2 fonds d'archives. Les archives provinciales des missionnaires Oblats et les archives des Châtelets. La photo que vous voyez ici, c'est une partie du fond des Châtelets. On ne voit pas très bien parce que c'est ce qu'on appelle la grande salle. Il y a des étagères qui vont jusqu'au fond, puis on ne les voit pas, mais ça vous donne une idée un peu de certains de nos documents. Je vais commencer par les archives des Châtelets parce que c'est le plus ancien et c'est notre plus gros fonds d'archives. On appelle maintenant le fonds des Châtelets. Le fonds des Châtelets était situé à la base du Scholastica Saint-Joseph à Ottawa. Donc, le Scholastica, c'était l'institution d'enseignement pour former les futurs prêtres. Et à partir de 1911, on a commencé à ramasser une collection de documents sur l'histoire de la congrégation. Cela, ça permettait aux scolastiques, justement, qui faisaient leurs études, de pouvoir faire leurs travaux. Et au fil du temps, la collection s'est beaucoup enrichie et on avait aussi des documents sur l'histoire d'autres communautés religieuses, de différents lieux géographiques où les Oblats ont œuvré. C'était vraiment une très, très grande collection d'archives. Au fil du temps, en 2014, les archives ont déménagé à Richelieu, où ils ont rejoint les archives provinciales qui étaient déjà là. La raison, c'est que le bâtiment où étaient les archives, qui était devenu maintenant l'édifice des Châtelets, il avait été vendu et il fermait en 2016, donc il fallait vider les lieux et on a emmené les archives à Richelieu parce que Richelieu est maintenant le lieu de l'administration provinciale des missionnaires Oblats. Le nom des Châtelets, ça vient d'un supérieur du Scholastica qui a contribué beaucoup à la création des archives. C'est le père Léo Deschâtelet. Excusez-moi, j'ai un animal domestique qui fait beaucoup de bruit. Fait que c'est pour ça que je me suis un petit peu dérangée. Donc, le nom des archives des Châtelets, ça vient du père Léo Deschâtelet, qui était supérieur du Scholastica, qui a vraiment contribué beaucoup
à améliorer les archives. Par la suite, il est devenu supérieur provincial et ensuite supérieur général jusqu'en 1972, je crois. Donc, c'est vraiment un personnage très, très important pour la congrégation et pour les archives également. Donc, les archives des Châtelets, le Fonds des Châtelets, c'est vraiment une collection d'archives historiques sur le missionnaire Oblat. Donc, ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur un sujet, sur un Oblat, puis ils le mettaient dans les archives. Donc, parfois, c'est un peu éclectique, mais c'est quand même bien classé, bien trié par lieu, par Oblat, par catégorie. Le deuxième fonds important, c'est le fonds des archives provinciales, qu'on appelle maintenant le fonds NDC ou le fonds Notre-Dame du Cap. Ça, c'est vraiment les archives administratives de la province qui étaient situées à Montréal. Puis dès 1947, il y avait un premier archiviste provincial qui a été nommé. Puis il y a toujours quelqu'un des Oblats qui s'occupait des archives tout le long, même après leur déménagement à Richelieu en 2011. Dans le fond, ils ont déménagé à Richelieu en 2011 parce que la maison provinciale, qui était située sur l'avenue du Musée à Montréal, a fermé. Donc, elle a été mise dans ces belles étagères qui sont des étagères roulantes. Et par la suite, en 2014, le Fonds des Châtelets est venu rejoindre les autres archives. Donc, les archives des Châtelets, j'ai mis quelques chiffres pour montrer un peu l'étendue de nos archives. Donc, c'est plus d'1 kilomètre linéaire de documents. Comme je vous dis, on a le Fonds des Châtelets, on a le Fonds Notre-Dame du Cap. On a également plusieurs autres fonds, on a environ une dizaine de fonds, tous variables en importance. Dans le fond, la quantité est très variable d'un fonds à l'autre. On a entre autres le fonds de la cause du père Victor Lelièvre, qui est un missionnaire Oblat français, mais qui est arrivé au Québec en 1903 et décédé en 1956. Puis c'était un très grand prédicateur. Il a fondé une maison de retraite fermée à Québec. Et donc, on a ouvert une cause à Rome pour qu'il soit béatifié, éventuellement canonisé. Malheureusement, la cause a été fermée, il n'a jamais été béatifié. Il a été élu au titre de serviteur de Dieu. Puis ça s'est arrêté là. On a aussi un fonds d'archives comptables qui proviennent des bureaux des trésoriers de la province. Donc, c'est beaucoup des documents financiers, des documents sur chaque maison, les titres de propriété, actes de vente et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Et on a également d'autres fonds sur d'autres œuvres et d'autres oblats de la province dans nos archives. On a environ 175 000 photographies. Malheureusement, les photographies ne sont pas tous très bien identifiées. Ils sont bien classés. Ils sont classés souvent. On a des photos pour chaque oblat, presque, je vous dirais. On a mis des enveloppes pour chaque oblat, son enveloppe avec des photos, portraits et tout. Puis on a aussi des photos qui sont classées par lieu, par œuvre. Mais les photos ne sont pas toujours identifiées. On ne sait pas qui est le photographe. On ne sait pas la date de la photo. On ne sait pas qui est sur la photo parfois. Quand on est chanceux, on a les informations, mais beaucoup de nos photos ne sont pas identifiées à ce point-là. Ils ne sont pas numérisés non plus. Quand on reçoit des demandes de numérisation de photos, on les insère dans notre base de données, puis on essaie de mettre le plus de descriptions possible, mais vous comprendrez qu'à 175 000 photographies, je n'ai pas le temps de tout numériser ça, puis mettre ça dans ma base de données. Fait que je le fais seulement pour les photos. Puis souvent, c'est les mêmes photos qui sont souvent redemandées, là, entre autres avec les pensionnats autochtones. C'est tout le temps les mêmes photos qui reviennent. Donc, on a 418 documents audiovisuels, donc ça comprend des bobines de films, des bobines audio, des cassettes, des VHS, des Betacam, des petites cassettes audio, des CD, des DVD. On avait même des enregistrements audio sur fil de fer. Donc, on a une très grande, une bonne collection de documents audiovisuels. C'est entre autres ça peut être des films sur des œuvres, des oblats. Parfois, c'est des films pour fêter un événement en particulier, des enregistrements de conférences ou de prédications, des choses comme ça qu'on a dans nos documents audiovisuels. Et finalement, on a environ 1900 registres, volumes et publications. Ça comprend des publications, des périodiques, les oblats, des bulletins de nouvelles, des choses comme ça. Des compilations de correspondance parfois aussi qui ont été reliées pour en faire un volume et publié. On a aussi les codex historicus. Ça, c'est des journaux, des genres de journaux où les oblats écrivaient au jour le jour ce qui se passait dans la communauté où ils étaient, dans la mission où ils se trouvaient. C'est vraiment très, très riche en informations parce qu'on voit ce qui se passe le jour,
tous les événements. Donc, ça peut vraiment donner beaucoup d'informations. J'ai eu, il y a plusieurs années de ça, une étudiante qui est venue faire des recherches dans les codex. Et en fond, elle cherchait pour savoir qu'est-ce qui avait été cultivé qu'est-ce qui pouvait pousser dans le Nord. Donc, elle se fiait au codex où il disait, ben, on a récolté tant de patates, on a récolté tant de choux. Fait que des fois, c'est juste des informations comme ça, mais ça peut aider. Mais il y a aussi tel père est venu visiter, tel père quitte. C'est vraiment, quand on dit ça, on est vraiment imprégné dans la mission de l'Ouglo. Presque toutes les communautés devaient rédiger un codex historicus. Je voudrais que parfois, avec les années, il y ait des petits... c'est pas toujours très constant. Puis ça dépend de qui est le rédacteur aussi. Il y en a qui donnent plus de détails, d'autres qui en donnent moins. Je vais vous présenter notre équipe aux archives. Je trouve intéressant de faire le parallèle entre quand je suis arrivée en 2016 et maintenant en 2025 parce que ça va quand même changer beaucoup. Quand je suis arrivée en 2016, il y avait un archiviste en chef, une technicienne en administration qui était moi, et on avait 6 pères et frères bénévoles qui travaillaient avec nous aux archives. Malheureusement, les pères et frères, au fil des années, ont pris leur retraite, souvent pour des raisons de santé. Et il y en a certains qui sont décédés. Sur les 6 pères et frères qui travaillaient avec nous aux archives, il en reste 2 qui sont vivants encore. Les 4 autres sont malheureusement décédés. Aujourd'hui, en 2025, on a un archiviste en chef, 2 archivistes et 4 commis étudiantes. Je suis vraiment chanceuse d'avoir 4 commis étudiantes. C'est très rare, surtout que nous, la façon dont on est situé à Richelieu, c'est sur la rive sud de Montréal, mais on est un petit peu plus éloigné et difficilement accessible en transport en commun. Donc, ça nous prend presque toujours des étudiantes qui ont des voitures. Sans voiture, c'est faisable, mais il faut être très motivé là, parce que ça peut prendre 1h30 à 2 heures partir de Montréal, dépendant d'où la personne est située à Montréal, si elle fait en transport en commun. Comme la photo que vous voyez là, c'est l'équipe permanente des archives en 2023. Donc, moi, mes 2 collègues archivistes et le dernier au bloc qui a travaillé avec nous, c'est le frère Jean-Paul Picard, le même qui a pris la photo. Il a pris sa retraite cet été, à l'été 2024, pour des raisons de santé. Donc, les archives des Châtelets. J'ai fait un peu différents points que je voulais vous parler sur les archives. Donc, c'est des collègues de travail âgés entre 70 et 90 ans. Et oui, quand je suis arrivée, c'était la moyenne d'âge des pères et frères bénévoles qui travaillaient avec moi aux archives. Les plus vieux avaient 90-91 ans. Mais c'est quand même... ce qui était étonnant, c'est qu'ils étaient quand même très à l'aise avec l'informatique, plus que certains de mes grands-parents, je vous dirais. Ils avaient su s'adapter au fil des ans, puis c'est sûr que ils n'étaient pas genre super connaisseurs en informatique, mais assez pour travailler dans une base de données, puis faire des petits travails qu'on pouvait leur demander. C'est des personnes qui n'avaient pas de connaissances en archivistique, mais qui avaient des grandes connaissances sur la congrégation. Moi, ça m'a été très utile, surtout quand j'ai fait le traitement du fond des bureaux des trésoriers. J'avais des questions sur les maisons, j'essayais de démêler des choses, puis parfois, ils pouvaient m'aider parce qu'ils connaissaient les maisons et tout. Donc, et juste des fois, nous expliquer certains événements de la congrégation, certaines personnes, savoir que tel personnage, tel Oblast, c'est un personnage important pour la congrégation, ben, ça aide aussi quand on fait le traitement des documents. C'est des archives d'une très grande richesse parce qu'on a des archives sur plusieurs endroits au Canada, sur l'Amérique du Sud et l'Afrique. Les Oblats ont été actifs un peu partout à travers le monde. En Amérique du Sud, ben, il y avait les Oblats du Canada qui allaient, entre autres au Pérou, au Chili et en Bolivie. Et en Afrique, les Oblats canadiens étaient surtout au Lesotho, qui est un petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, et au Cameroun. Mais il y avait aussi, je crois, des Oblats ailleurs en Afrique, mais ce n'était pas des Oblats canadiens. Puis comme je mentionnais plus tôt, ben, les Oblats au Canada ont fondé certains villages, certaines villes qui sont quasiment été fondées par eux ou dont ils sont à l'origine. Donc, pour faire l'historique de ces endroits-là, ben, ça prend nos archives, ou presque. Donc, on a beaucoup de documents, malheureusement pas toujours décrits de manière détaillée. Les documents du Fonds des Châtelets ont été décrits à la pièce, mais parfois, on n'a pas beaucoup de détails sur le document. Il faut aller le voir pour avoir plus d'informations. Ceux qui rentraient les informations
parfois, on mettait seulement le strict minimum, on dirait. Mais au moins, on donne des descriptions à la pièce, tandis que pour le fonds des NDC, c'est une description par dossier. Donc, c'est quand même très bien organisé. Donc, on peut facilement trouver l'information qu'on cherche sur un endroit ou sur un pair ou sur un comité quelconque. Mais des fois, c'est sûr que si on cherche un document très pointu, ben, il faut aller voir fouiller dans les dossiers parce que juste avec la base de données, on ne sait pas s'il est dans le fonds NDC. Mais la norme aujourd'hui en archivistique, c'est plutôt de décrire les documents par dossier que par pièce. Donc, les fonds subséquents qu'on a traités, comme le fonds des bureaux de trésorier, le fonds de la cause par le lièvre a été traité à la pièce, mais le fonds des bureaux de trésorier a été traité par dossier. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Des défis. Comme tout, bon, je pense que c'est rare les centres d'archives qui sont plates et qui n'ont pas de défis. En 2015, ça a été l'arrivée d'une première archiviste laïque. Avant 2015, ceux qui étaient responsables des archives, autant les archives à Montréal que les archives à Ottawa, c'était des oblats qui n'avaient pas nécessairement, parfois un peu de connaissances en archivistique, mais pas toujours. Il y a eu des laïcs qui ont travaillé surtout aux archives des Châtelet à Ottawa, mais ce n'est pas eux qui prenaient les décisions. C'était juste comme... Ils aidaient les oblats à s'occuper de leurs documents. Donc, quand l'archiviste laïque, la directrice des archives est arrivée en 2015, en fait, un des pairs qui s'occupait des archives avait beaucoup de problèmes de mémoire, donc il a pris sa retraite, puis on l'a remplacé par une laïque. Mais il y avait peu ou pas de procédure, de politique sur comment fonctionner pour les demandes de recherche. Il n'y avait pas de grille tarifaire. Les tarifs étaient au bon vouloir de l'archiviste, s'il connaissait ou pas. Il n'y avait pas de règles pour la consultation des documents, vraiment. Fait qu'elle a vraiment mis en place beaucoup de politiques, beaucoup de procédures, écrit une politique de diffusion et de consultation des archives et tout. Donc, ça a été... mais aujourd'hui, c'est très utile parce qu'on a un beau centre d'archives bien organisé. Ça a aussi eu lieu beaucoup de changements dans les priorités des projets au fil des ans depuis que je suis arrivée en 2016. Au début, on était un petit peu plus dans le traitement, dans la diffusion des documents. Par la suite, ben, on a une préparation d'un déménagement. Je vais vous parler un petit peu plus loin de la phare, aussi du déménagement. Et on a le transfert de nos documents au Centre national pour la vérité et la réconciliation. Donc, ça fait que tout ça, alors qu'avant on traitait, là, on traite un petit peu moins. On se prépare à déménager, puis aussi on met beaucoup d'emphase sur le transfert de nos documents au Centre national pour la vérité et la réconciliation. Donc, nos deux principaux projets, le déménagement et les numérisations et transfert des documents. Donc, le Centre national pour la vérité et la réconciliation, c'est un centre qui a été créé suite à la commission Vérité et réconciliation en 2015. Il est situé physiquement à l'Université du Manitoba à Winnipeg. Et les Oblats ont pris l'engagement de fournir des copies numérisées de tous les documents qui concernent les pensionnats autochtones dans leurs archives. Et donc, ce n'est pas si simple. Oui, on a un dossier pour chaque pensionnat dans lequel les Oblats ont été impliqués, mais on a aussi dans différents dossiers des documents sur les pensionnats, dans des dossiers de correspondance, des dossiers de l'administration provinciale. Donc, c'est pas juste de prendre un dossier puis de numériser puis c'est réglé. Il faut vraiment fouiller en plusieurs séries de documents, plusieurs dossiers pour numériser tous les documents et les envoyer au Centre national. C'est pour ça justement que j'ai 4 commis étudiantes. J'en ai deux de mes commis sont payés par le Centre national pour la vérité et la réconciliation pour nous aider. Pour ça, ils ne font que ça à temps partiel, bien sûr, parce que c'est des étudiantes. Et mes 2 autres commis, eux, ils nous aident aussi pour la numérisation et le transfert des documents. Peut-être que certains d'entre vous ont vu récemment, il y a une entente qui a été signée entre la province Lacombe et le Centre national pour le transfert des dossiers personnels des Oblats qui ont été impliqués dans les pensionnats. Donc, nos 2 commis étudiantes, on a 2 commis étudiantes qui travaillent là-dessus. Parce que, oui, on a des dossiers de la province, des dossiers d'Oblats de la province Lacombe, parce qu'on a des dossiers de la province Saint-Peters, qui ensuite a fusionné avec d'autres provinces pour faire la province Lacombe. Donc, c'est pour ça qu'on a des... Puis éventuellement aussi, la province Notre-Dame-du-Cap va signer une entente semblable avec le Centre national, donc on va voir. On prend de l'avance, on numérise tous les dossiers qu'on a d'Oblats qui sont allés dans les pensionnats, puis on va pouvoir les transférer quand l'entente va être signée pour la province Notre-Dame-du-Cap. Et notre autre gros projet, c'est la préparation de notre déménagement à la Fondation Archives religieuses.
Je vais vous expliquer un petit peu plus loin exactement ce qu'est la Fondation Archives religieuses. Je veux savoir que c'est un regroupement de 14 communautés pour faire un nouveau centre d'archives pour pouvoir préserver le patrimoine. Donc, depuis 2019 environ qu'on travaille à préparer notre déménagement. Au début, c'était surtout, on a remboîté tous nos documents dans des belles boîtes et des belles chemises anti-acide pour protéger les documents parce que c'était dans des boîtes et des chemises acides, donc qui ne sont pas recommandées pour la conservation des documents. Et on a aussi profité pour remboîter nos documents de façon optimale parce qu'on avait plusieurs boîtes qui étaient remplies seulement à la moitié. Donc, ça prenait beaucoup d'espace pour rien. Et on a enlevé aussi quelques doublons qui se retrouvaient dans les dossiers par le fait même. Par la suite, il y a eu aussi de notre base de données. Nous, comme base de données, on a un FileMaker fait sur mesure pour nous. Donc, il est vraiment adapté à nos besoins archivistiques. Mais on a hérité d'un ancien FileMaker qui était... Dans le fond, quand je suis arrivée, c'était un autre FileMaker qu'on avait qui n'était vraiment pas optimal. Ensuite, en 2019, on a changé pour un nouveau FileMaker beaucoup mieux fait. Mais il reste quand même des coquilles dans les documents. Donc, ça a été faire le ménage de notre base de données pour enlever les doublons, les erreurs de cote, qu'il y en avait quand même quelques-unes. Puis notre base de données nous permet aussi de lier nos pièces à des dossiers et de lier nos dossiers à des contenants qui, eux, nous donnent... et quand tu cliques sur le contenant, tu peux voir où il est exactement dans la salle avec une adresse de localisation parce que avant ça, les codes étaient écrits sur les boîtes. Donc, c'était facile, on allait dans la salle, on checkait les codes, puis on fait trouver la boîte. Mais pour un déménagement, c'est pas optimal parce qu'on ne savait pas combien de contenants on avait. Donc, il aurait pu facilement manquer un contenant et on ne l'aurait pas su. Là, on va pouvoir sortir des listes, savoir qu'on a tant de contenants de tel format, tant de contenants de tel format. Et s'assurer que quand les boîtes vont déménager, il ne nous en manque pas aucune. Ils vont avoir déjà une nouvelle adresse pour dire qu'ils s'en vont sur telle tablette dans le nouveau centre à tel endroit. Donc, c'est vraiment plus optimal comme ça que je sais que les codes écrits sur les boîtes, là, où on ne sait pas s'il nous manque des boîtes en bout de ligne parce qu'on ne sait pas combien on en a. Il aurait fallu qu'on les compter à la mitaine, ce qui est un petit peu long à la quantité que nous avons. Donc, la Fondation Archives et Patrimoine du Grand Montréal, la FAR, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, la FAR tire ses origines de la table de concertation des archives religieuses de la région de Montréal, la TCAM, qui a été créée en 2014. C'était plusieurs communautés religieuses qui avaient toutes œuvré dans la région de Montréal, qui se sont mis ensemble et qui se sont dit hey, il faut qu'on fasse quelque chose pour protéger nos archives. Parce qu'il y a plusieurs communautés qu'avec la diminution du nombre de membres, mais parfois, ils n'ont pas le choix de fermer, tout simplement, de vendre leur maison mère, leur maison générale, provinciale. Mais là, il faut qu'ils fassent de quoi avec les archives qu'ils ont. Parfois, ils sont capables de les donner, mais pas toujours. C'est pas nécessairement évident de donner des archives à BANQ ou à une société d'histoire. Il faut que ça fitte avec certains critères. Donc, nous, par exemple, vu qu'on a des archives sur partout au Canada et même à l'extérieur du Canada, je ne suis pas sûre que BANQ prendrait nos archives. Puis, on a énormément beaucoup. Fait qu'il faut aussi que le BANQ soit capable d'accueillir toutes ces archives-là. Donc, ce n'est pas la solution d'envoyer tous nos documents à BANQ et toutes les communautés. Donc, ils se sont fait une table de concertation. Après beaucoup de discussions, beaucoup de réunions et de discussions, en 2018, il y a finalement un OBNL qui a été enregistré et qui a pris un nouveau nom, qui était la Fondation Archives et Patrimoine religieux du Grand Montréal. Et là, on a commencé à travailler vraiment plus concrètement à établir un nouveau centre d'archives. Au début, il était question de s'installer sur le site des Hospitalières à Montréal. Je crois que c'est près, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est près d'un hôpital qui, je crois, est peut-être l'Hôtel-Dieu, mais je ne suis pas certaine, je ne suis pas familière avec les hôpitaux de Montréal. Mais c'était sur le site de la Cité des Hospitalières. Par contre, avec le changement d'administration municipale qu'il y a eu à Montréal, le projet est tombé à l'eau. Et donc, la FAR a exploré plusieurs options et ils ont finalement acquis la maison de prière de la Congrégation Notre-Dame qui est située sur la rue Normandie dans le Vieux-Longueuil en 2021. Donc, c'est vraiment tout près de la communauté des Sœurs des Saints-Noms Jésus-Marie. C'est juste à côté. C'est une ancienne maison de prière. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a un bâtiment déjà existant. Ils vont garder la partie avant du bâtiment pour faire des bureaux, des salles d'exposition, une salle de consultation pour les chercheurs. Et à l'arrière, ils vont construire comme un gros bloc qui va être l'entrepôt où il va y avoir toutes les réserves pour les livres, les objets et les archives. Oui, parce que je pense que j'ai oublié de spécifier que, dans le fond, la Fondation Archives religieuses et Patrimoine,
la Fondation Archives et Patrimoine religieux du Grand Montréal, c'est pas seulement des archives, ça va être aussi des objets de musée et des livres rares et anciens. Donc, il y a vraiment 3 volets. Mais ça va permettre, quand on fait des recherches sur un sujet, d'avoir peut-être une vision plus complète, parce que souvent, archives, objets et livres peuvent être interreliés. Donc, ça permet de protéger le patrimoine vraiment des communautés. Donc, dans le fond, ils vont avoir, s'établissent dans le Vieux-Longueuil, avec un bâtiment déjà existant qui rénove et un gros bloc à l'arrière qu'ils vont construire. La première pelletée de terre a été faite en 2024, à l'automne, fin 2024. Normalement, l'ouverture est prévue en 2026. Déménagement, au moins les communautés pourraient déménager en 2026. Je ne sais pas si ça va être ouvert au public en 2026. Mais vous savez comme moi qu'avec les délais de construction, ça pourrait être un peu plus long, mais on espère que 2026, là, ça va être la bonne année pour le déménagement. Il y a 14 communautés religieuses qui sont membres du projet. Au début, il y avait plus de membres que ça dans la TCAM, mais certains ont débarqué du projet parce que ça ne leur convenait plus. Je sais entre autres que les Sœurs de Sainte-Anne qui faisaient partie du projet au début, mais ils ont eu des contraintes de temps. Ils devaient fermer leur maison mère qui était vendue. Ils ne pouvaient pas attendre que l'affaire ouvre, donc ils ont dû déménager, eux, ailleurs. Ils ont donné leurs archives à la Société d'histoire de Vaudreuil-Soulanges, parce que je sais que les Sœurs de Sainte-Anne tirent leur origine de la région de Vaudreuil-Soulanges, donc c'était logique de leur donner leurs archives. Donc, les 14 communautés membres du projet, je ne vous les énumérerai pas tous. C'est des communautés d'hommes et de femmes. Parmi les communautés peut-être un peu plus connues, il y a les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, les Frères de l'éducation chrétienne, les Frères de l'instruction chrétienne, les Frères de Saint-Gabriel, les missionnaires Oblat, bien sûr, les Sœurs du Bon Conseil, peut-être un peu moins connues, mais vous connaissez sûrement Sœur Angèle. Donc, la communauté dont fait partie Sœur Angèle fait partie du projet. Donc, c'est ça. Donc, on espère qu'en 2026, on va pouvoir ouvrir au public. Présentement, on travaille les gens de la FAR et également certaines communautés comme la communauté pour laquelle moi je travaille, on travaille pour la FAR pour les aider à ouvrir plus rapidement parce qu'ils ont besoin de personnel. Donc, pour ça. Puis, on est les mieux placés en tant qu'on travaille dans les communautés religieuses, on connaît nos archives, donc on est les mieux placés pour les aider aussi à partir du projet. Et entre autres, avoir une base de données commune pour les 14 communautés qui sont tous organisées un peu de façon différente au niveau des archives. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible non plus. Et finalement, je voulais parler du regroupement des archivistes religieux. Dans le fond, moi, j'étais membre du regroupement depuis quelques années et en 2022, j'ai décidé de m'impliquer dans le conseil d'administration. Et en 2023, le président qui était là quittait parce qu'il avait vraiment étiré son mandat beaucoup et là, il était comme moi, il est temps que je parte. Donc, il m'a demandé si je voulais prendre sa place comme présidente. Donc, depuis 2023, je suis la présidente du regroupement. Le regroupement des archivistes religieux, le RAR, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un regroupement pour la formation, le développement et la coopération entre archivistes d'institutions et de communautés religieuses. Donc, nos membres travaillent pour des communautés religieuses, des instituts religieux, des diocèses, des paroisses et autres institutions religieuses qui peuvent exister. Le regroupement des archivistes religieux a été fondé en 1978. Il tire ses origines de l'Association des archivistes du Québec, l'AAQ, qui est comme l'association qui regroupe plusieurs archivistes au Québec, là, une très grosse association. L'Association des archivistes du Québec, l'AAQ, a été créée en 1967 et dès le début de l'AAQ, il y avait des religieux sur le conseil d'administration de l'AAQ, dans les comités. Il y avait même un comité d'archives religieuses. Sauf qu'après quelques années, on a décidé de plutôt faire un comité archives historiques et un comité archives gestion documentaire. Mais les archivistes religieux sentaient le besoin quand même de se regrouper et d'avoir un comité pour eux. Donc, ils ont décidé de se faire leur propre regroupement qui a été fait en 1978. Au départ, il y avait peut-être une 60aine de membres. Aujourd'hui, on a 96 membres religieux et laïcs. Au plus fort du comité, dans les années 90, là, il y avait 250 membres environ, dans les chiffres que j'ai vus. Donc, ça a été vraiment le plus haut.
Je voudrais qu'au début, c'était surtout des religieux dans le comité, très peu de laïcs dans le regroupement. Le premier conseil d'administration, c'est seulement des religieux qui sont sur le CA. Maintenant, aujourd'hui, sur le CA, on n'a plus de religieux, c'est seulement des laïcs. Parce que peu à peu, les religieux ont été remplacés par des laïcs. Donc, on en a de moins en moins. Ça explique aussi la diminution de nos membres, qu'on est seulement 96 membres. C'est que plus les communautés ferment, ben, plus les laïcs, plus les religieux prennent leur retraite, ne sont pas toujours remplacés. Comme si la communauté ferme carrément et donne ses archives à un autre endroit, ben, il n'y a plus d'archivistes pour cette communauté-là. Et donc, un membre de moins. Qu'est-ce que le regroupement fait? Dans le fond, on a un blog et on partage également plusieurs communications par courriel à nos membres pour des nouvelles qui touchent les archives et le monde religieux, des offres d'emploi, des questions. Parce que c'est un regroupement qui prône aussi le réseautage. C'est agréable de pouvoir parfois parler avec des membres, des gens qui travaillent dans le même dans d'autres institutions religieuses, mais qui ont parfois les mêmes défis, les mêmes questionnements, la même réalité que nous. Donc, et on offre aussi on essaie d'offrir 1 à 2 formations par année à nos membres sur divers sujets. On y va selon les besoins qu'on ressent de nos membres, les suggestions qui nous sont faites aussi. Donc, ça peut être très varié. Dans les premières années du regroupement, comme c'était beaucoup de religieux qui étaient membres et que souvent c'était des religieux qui s'occupaient des archives parce qu'ils avaient reçu une obédience, on leur a dit, tu vas t'occuper des archives de la communauté, mais il n'y avait pas de formation en archivistique. Le regroupement offrait carrément des cours en archivistique aux religieux, mais avec les années, ça a évolué. Maintenant, beaucoup de nos membres ont des formations en archivistique, donc le besoin est moins là pour des cours en archivistique, mais des formations sur divers sujets plus pointus. C'est toujours le bienvenu de nos membres, puis c'est toujours important, la formation continue aussi au fil des ans. Je vous ai mis quelques réalisations du rare. C'est justement, j'en ai mis juste 4, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Là. Je ne voulais pas tous vous les citer, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup trop long. Donc, en 1996, il y a eu la création du bulletin Info Rare, qui va être publié jusqu'en 2009. Où il partageait des résumés de conférences. Quand il y avait les assemblées générales annuelles, on partageait aussi des informations. Il y avait une petite section pour offrir mettons, on avait des ouvrages en trop, ou on cherchait des ouvrages pour compléter une collection. Il y a une section de petites annonces, des partages de nouvelles et tout. Vraiment beaucoup d'informations. Je m'en suis servi, entre autres, parce qu'en 2008, il y avait eu un article qui avait été publié pour souligner les 40 ans du rare. Et l'année dernière, au congrès de l'Association des archivistes du Québec, au mois de mai, j'ai fait une présentation sur le rare. Donc, j'ai fouillé dans l'article de 2008 pour pouvoir faire l'historique du regroupement. Parce que, comme vous en doutez, en 78, je n'étais pas vivante, je n'étais pas là du tout. Donc, je ne pouvais pas savoir comment le regroupement avait été créé. Donc, avec les articles, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y avait un article, l'article de 2008 était super complet et bien écrit. C'était très utile. Donc, en 2009, le bulletin a cessé. Je pense qu'il y avait moins la pertinence, on sentait moins la pertinence d'avoir ce bulletin-là. Tous les numéros du bulletin sont numérisés et sont sur le site web du regroupement, si vous désirez les consulter. Entre autres réalisations, en 1993, il y a eu la fermeture du service des archives historiques du séminaire de Québec. Et donc, le regroupement a écrit une lettre de protestation contre la fermeture du service. Et le service a réouvert en 1994. Également, en 2000, je crois que c'est en 2021, je ne vais pas me tromper, les archives, l'univers culturel Saint-Sulpice, les archives des Sulpiciens, ont été fermés, tout le personnel des archives a été mis à la porte et ça a vraiment créé un gros tollé dans la communauté archivistique, surtout au niveau des archives religieuses, parce qu'on s'inquiétait pour la survie des documents. Donc, le rare avait écrit à ce moment-là une lettre ouverte pour dénoncer un peu cette fermeture-là. Puis peut-être 1 an ou 2 après, les archives ont réouvert, ils ont maintenant une archiviste aussi sur place. Donc, ça nous rassure. En 2005, le rare a rédigé un mémoire intitulé Patrimoine religieux du Québec, mémoire présenté à la Commission de la culture de l'Assemblée nationale du Québec. Le mémoire a été rédigé en 2005 et présenté à la Commission en 2006, début 2006.
En 2022, il y a eu le lancement du guide de gestion des archives des communautés religieuses, un guide qui a été fait en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, et des archivistes de différentes communautés religieuses. J'ai fait partie du comité justement pour ce guide-là. Dans le fond, c'est un guide qui propose une structure de classification pour les documents et qui permet aussi aux gens de savoir quels documents doivent être conservés et combien de temps. C'est pas tous les documents administratifs d'une communauté qui doivent être conservés, mais il y en a qui sont plus importants d'autres. Donc, c'est un guide, c'est comme ce qu'on appelle en archivistique, c'est un plan de classification et un calendrier de conservation pour les communautés religieuses. En fond, c'est basé sur un guide qui avait été fait par les Ursulines en 2011 et que les Ursulines avaient gentiment, dans le fond, partagé avec la communauté archivistique des archivistes religieux. Donc, le comité qui a fait le guide, le présent guide, s'est inspiré de ce document-là, l'a bonifié, l'a amélioré, l'a mis à jour. Ça a donné un beau guide qui a été lancé en 2002. Le regroupement aussi avait lancé des guides dans les années 90 et tout. Là. Comme je dis, je n'ai pas listé toutes les réalisations parce que ça a été beaucoup trop long, mais je vais juste montrer un peu les différents types de réalisations que le RAB pouvait faire. Donc, je crois que le RAR a encore sa raison d'être, même si on est une mission de nos membres. On travaille à essayer, avec des partenaires, de trouver des solutions pour protéger les archives religieuses. On ne peut pas, malheureusement, comme je dis, il n'y a pas de solution magique, puis je n'ai pas la réponse non plus. Je n'ai pas une belle boule de cristal pour savoir ce qui va arriver dans le futur avec les archives religieuses. On essaie juste de les protéger. Il y a des projets comme le phare ou comme le centre à Sherbrooke, le centre Monseigneur Antoine Racine, qui a ses archives du diocèse, mais aussi certaines communautés religieuses. Il y a un projet semblable aussi qui est en train de se développer à Québec sur le site de l'Université Laval. Donc, il y a des projets qui se font, mais je n'ai pas de boule magique pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec les archives religieuses. Dans le futur, j'espère juste qu'on va trouver des solutions pour protéger ce patrimoine-là, parce que c'est vraiment très riche en histoire. Il ne faut pas oublier que les communautés religieuses, c'est eux qui ont fondé la santé et qui se sont occupés de la santé et de l'éducation dans les premiers temps dans la Nouvelle-France, même jusque dans les années 60. Donc, on ne peut pas faire l'histoire de l'éducation ou de la santé sans passer par les archives religieuses. Je vous ai mis mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou autre chose. Je vous ai mis également l'adresse courriel du regroupement des archivistes religieux, l'adresse pour rejoindre le secrétaire et notre adresse de site web. Puis je vous ai mis aussi l'adresse du site web de la phare si vous voulez davantage d'informations. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Puis je vais juste comme ça. Donc voilà. Donc, merci beaucoup, Mme Brunet. C'est vraiment très, très enrichissant. Merci. Une super belle présentation, très bien organisée aussi. Merci pour les informations pour vous rejoindre aussi. Oui, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions. Oui, on serait rendu à la période de questions. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question, en fait. Tu as terminé en nous donnant quand même une perspective là, quand tu as dit qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas faire l'histoire de la santé ni de l'éducation sans passer par ces archives, oui. Mais ce qui m'interpellait, c'était la diversité des sujets qu'on pouvait retrouver comme étudiante au CE-CRC. C'est ça, je me demandais, qu'est-ce qu'on peut y retrouver en termes de thématiques, je ne sais pas si tu peux, ou de sujets, si tu peux nous aiguiller un peu là-dessus. Dans mes archives ou dans les archives religieuses en général? Bien, dans les archives, notamment des Oblats, je me demandais notamment est-ce qu'il y a des thèses, est-ce qu'il y a des mémoires, parce que j'avais une amie prof au cégep en philo qui travaillait avec un Oblat justement de Richelieu pour son topo, pour son projet. Donc, c'est ça, je me demandais c'était quoi l'étendue de la diversité au niveau des sujets. Ça peut être quand même très...
très varié. C'est sûr qu'on a les dossiers pour chaque père et frère. Donc, là-dedans, on va pouvoir retrouver si un père s'est plus intéressé à un sujet en particulier. Certains pères qui ont fait des très grandes études. On avait un spécialiste en droit canonique, des choses de même. Fait que parfois, on va avoir des documents sur des sujets comme le droit canonique. C'est sûr que c'est plus des sujets religieux. Puis aussi, toutes les œuvres que les Oblats ont eues, donc les pensionnats autochtones, les œuvres d'éducation, puis les maisons de retraite fermées, l'Université d'Ottawa. C'est sûr que là, on a transféré quelques documents sur l'Université d'Ottawa à l'Université d'Ottawa, parce qu'on se disait que c'était plus leur place de retourner à leur origine. Mais on a quand même des documents sur l'université en général, puisque c'est les Oblats qui l'ont fondée. Donc, sur les différentes œuvres que les Oblats ont créées, on va avoir des documents, donc des maisons de retraite fermées, des paroisses aussi, l'histoire des paroisses. Parfois, ça peut passer par les Oblats là, parce qu'ils ont fondé certaines paroisses. Donc, ça peut être. Puis dans les archives religieuses en général, nous, c'est sûr qu'on n'a pas été, les Oblats n'ont pas été impliqués en santé, mais les communautés religieuses qui auraient été impliquées en santé, il peut y avoir, je sais que dans certaines, je pense que les Augustines, ben, ils ont des recettes dans leur archive, des espèces de cocktails pour redonner de la force aux malades, des thés, des choses comme ça, des tisanes médicales. Donc, je pense que les archives des communautés qui ont travaillé dans les hôpitaux, ben, on voit l'évolution de la médecine parce qu'ils ne veulent pas avec les années, ça a évolué, puis les soins changé et tout. Même chose pour les communautés très impliquées dans l'éducation. On peut voir l'évolution des écoles, des différentes méthodes, des manuels scolaires, des sujets abordés. Donc, c'est vraiment varié, très, très varié. Là. Juste spécifier que les Oblats, malheureusement, vu qu'on prépare notre déménagement puis qu'on envoie nos documents au Centre national, on a restreint nos demandes de recherche. Donc, on accepte juste les demandes de recherche qui viennent des communautés autochtones ou des survivants d'écoles résidentielles. Là, malheureusement, j'aimerais pouvoir répondre à toutes les demandes que je reçois, mais je ne peux pas. Fait qu'on se concentre principalement sur les communautés autochtones en attendant que tous les documents soient rendus au Centre national. Mais probablement que lorsque les archives vont être déménagées à Fort, là, on va réouvrir et plus de demandes vont être acceptées. C'est sûr qu'on a toujours des règles à respecter aussi là, pour la loi sur les renseignements personnels et tout, mais on va accepter plus de demandes probablement une fois rendues à Fort. Merci. S'il n'y a pas d'autres mains levées, j'aurais une question pour toi, Oui? Caroline. Ça m'a titillé un peu, je trouve ça très intéressant, tout l'aspect financier. Puis, je voulais te demander, dans l'aspect financier, qu'est-ce qu'on retrouve comme documentation? Est-ce qu'il y a de la documentation qui n'est pas accessible en raison de, soit que c'est pas assez vieux, puis on ne peut pas y avoir accès, ou qu'est-ce qu'il y en est exactement? Ben, c'est très rare que j'ai des demandes pour des documents financiers en tant que tels. Nous, chez les Oblats, on a gardé tous les grands livres. C'est sûr que les factures, après 7 ans, on les a détruits. On a beaucoup de documentation sur les finances des pensionnats autochtones qui achètent le gouvernement pour avoir plus d'argent ou faire des achats, avoir du matériel pour jouer au hockey ou des choses comme ça. Mais généralement, c'est très rare que je vais avoir des demandes pour consulter les finances d'un lieu en particulier. Mais c'est sûr que si c'est très récent, ça va être difficile d'y avoir accès. Mais si c'est plus ancien, je crois qu'il n'y aura pas de problème là, à y avoir accès. Des très vieux grands livres, des très anciens des paroisses, là, je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas accès. Je pense qu'on avait déjà donné accès à un chercheur sur la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, justement. Là. Je vais afficher tout de suite mon intérêt. Est-ce qu'on pourrait y retrouver des documents sur le financement des missions en Amérique du Sud, par exemple? Avoir des transactions financières à quelque oui, part? un peu, parce que je pense pas trop au centre missionnaire Oblat qui finançait des projets en Amérique du Sud, principalement des projets Oblat, mais aussi parfois d'autres projets. Donc oui, il y aurait un peu d'informations. Puis comme
au début, c'était des missions qui étaient comme sous tutelle canadienne, si on veut. Je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu d'informations, mais il faudrait que je fouille dans mes archives pour savoir exactement. Là. Mais oui. Ok. Merci beaucoup. Très Il va intéressant. falloir attendre qu'on soit déménagé à la Fort pour ça, malheureusement. Oui, non, je comprends. Allô? J'ai une question qui... en fait, ma propre question me fait peur, là, mais j'ai travaillé beaucoup avec les archives des Oblats aux archives provinciales d'Alberta, puis je voulais savoir si c'était envisageable dans le futur d'avoir un espèce de système euh, qui répertorie tous les documents, autant des trois provinces oblates. Mais je sais que l'index des archives d'Alberta, là, c'est quelque chose comme 3300 pages de PDF, là. Ça serait un projet probablement incroyable, mais est-ce que c'est envisageable justement d'avoir un système interprovincial de documentation pour les chercheurs dans le futur? C'est vrai que ça serait quelque chose qui serait pratique pour les chercheurs de pouvoir les référer parce que moi-même, ça m'arrive. J'ai un chercheur qui fait une recherche sur un sujet, j'ai pas grand-chose, mais je sais que, mettons, aux archives provinciales de l'Alberta, ils vont avoir probablement plus d'informations que je réfère, mais moi-même, je sais pas ce qu'il y a dans les 3 autres centres d'archives dont je vous ai parlé, les PA, le RBCM, puis le Centre du patrimoine, je sais pas exactement ce qu'ils ont. Tu sais, je sais à peu près le territoire qu'ils couvrent, mais je sais pas exactement les documents qu'ils ont. Donc, mais si ce serait envisageable, ce serait un très, très gros projet. Peut-être qu'éventuellement, si les deux provinces, la province Lacombe et Notre-Dame-du-Cap, parce qu'ils commencent, ces deux provinces-là, c'est deux provinces séparées, mais ils discutent ensemble, ils prennent les mêmes orientations, entre autres concernant les pensionnats autochtones, donc il y a une collaboration entre les deux provinces, fait que peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être un projet, mais ça serait un très, très gros projet à faire, mais ce serait quelque chose de très utile pour les chercheurs, je peux le concevoir, là. Merci pour la réponse. J'ai une autre question. Vous avez dit que la province oblate de OMI Assomption, c'est principalement des oblats polonais. Puis vous avez dit qu'ils sont comme isolés dans leur coin un peu. Vous n'avez pas beaucoup de contact avec eux. Puis est-ce qu'il y a une raison particulière qui explique ça? Non, ben en fait, c'est juste parce que c'est une très petite communauté. C'est juste vu qu'ils sont plus comme ils font leur affaire de leur côté. Sont plus indépendants, je vous dirais, mais c'est sûr que quand il y a des événements là, qui relient les 3 provinces, ils participent et tout. C'est juste que nous, on n'a pas affaire à eux. Fait on est plus en collaboration avec la province Lacombe qu'avec la province polonaise. Eux, sont vraiment plus. Leurs archives sont pas avec. On n'a pas leurs archives comme on peut avoir avec la province Lacombe, qu'on a une partie de leurs archives. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils font leurs affaires dans leur coin, mais ils sont pas. C'est pas qu'on les boude ou qu'on les aime pas. C'est juste qu'ils sont plus indépendants à ce niveau-là. Ok, C'est une très mais petite communauté. Là. Ils sont peut-être 40, je crois. merci. Est-ce que mon micro est... Ok, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Ok, ok, je voyais pas la lumière allumée. Ben, c'est parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que il y a beaucoup de missionnaires oblats des territoires du Nord-Ouest qui ont des accrochages avec des missionnaires polonais parce qu'ils sont souvent plus conservateurs. Puis il y a beaucoup de friction. Puis quand j'ai été aux archives provinciales d'Alberta, j'ai fait le tour de la paroisse de Saint-Albert. Puis je suis tombé sur une sœur grise de Montréal par accident. Puis elle m'expliquait justement il y avait beaucoup d'Oblats canadiens, des Fransaskois, des Albertains qui avaient des problèmes avec des missionnaires polonais là, dans leur manière d'interagir. Fait que je me demandais si ça avait peut-être découlé. Mais merci de la réponse. Ah, ben, c'est pas, j'étais pas au courant qu'il y avait ces accrochages-là. Je connais pas toute l'histoire de la communauté non plus, là. Mais oui, c'est possible que s'il y avait les Polonais les plus conservateurs, que ça ait créé des frictions, là. Parfois, il y avait des questions de territoire aussi entre les provinces qui s'occupent de tel territoire et tout. Ça peut être ça aussi.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Écoutez, s'il n'y avait pas d'autres questions, je pense qu'on pourrait terminer ça ici. Encore une fois, Mme Brunet, on vous remercie beaucoup pour l'intervention. C'était extrêmement pertinent. Puis, dès qu'on va avoir le lien, je vais vous le transmettre pour que vous puissiez partager ça. Donc, Ça m'a fait merci. plaisir. Ouais. Merci pour l'invitation. Oui, c'est très bien. Ce serait aussi intéressant si vous pouviez partager votre PowerPoint. Ce serait Oui, un bon complément pour la. Oui, il n'y a pas de problème. Je peux l'envoyer à M. super Saint-Pierre. intéressant. Je vais essayer de vous envoyer ça demain dans la journée, puis vous pourrez le partager aux gens. Il n'y a pas de problème. Excellent. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Parfait. En tout cas, c'était vraiment apprécié. C'est une présentation super intéressante. Puis, Oui. dans le fond, tu sais, couvrait pas mal plus large que seulement. C'est sûr, déjà, les archives Vaublatt, c'est tellement immense que il y a beaucoup de stock, mais en plus, avec une réflexion aussi avec la rare, ça, c'était vraiment fascinant. Là. Donc, Mais je me merci suis beaucoup. dit, je trouvais que c'était pertinent d'en parler, la FAR, parce que les missionnaires font partie de ce projet-là, puis c'est vraiment nos priorités ces temps-ci. Puis le rare, comme je suis la présidente, puis vu que j'ai fait une conférence à la CHEC et à la AQ, Oui. je connais l'histoire du regroupement pas mal. Fait que c'était pas très compliqué, juste en parler un petit peu dans ma présentation de ce soir. Là. Fait que j'espère que ça a été apprécié là, de la présentation. Ah oui, certainement. Beaucoup. En tout cas, ça a été apprécié par moi, mais je suis certain par les autres aussi. Là. Oui, Mais merci beaucoup. oui, c'est clair que tu vas sûrement recevoir un courriel de ma part à un moment donné. Là. Oui. Ben, comme je vous avais dit au congrès de la Chèque, c'est pas que je veux pas répondre aux demandes, mais je suis comme vraiment, Non, je peux je pas. comprends que présentement, c'est pas le moment, là, mais dans un futur pas si lointain. 2026-2027, ça devrait être possible. Je suis pas Parfait. mal sûre que, mais qu'on soit à la FAR, nos documents vont être beaucoup plus accessibles que présentement. Ce ne sera pas juste les communautés religieuses, on va répondre à vraiment plus de demandes de toutes sortes. Là. Parfait. En tout cas, un grand merci, encore une fois. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Parfait. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Bon, beaucoup. Bonne soirée. Ah, bon, ça s'est bien passé. Finalement, ma connexion a pris un petit peu de mieux en cours de route.